L'invité de ce Smart Impact, c'est Michael Cornoud. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur marketing Europe du Nord, Europe du Sud d'Interface. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les solutions de revêtement de sol, reconnue pionnière dans des revêtements modulaires et durables. Si vous devez décrire cette entreprise, je crois qu'elle fête ses 50 ans cette année, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, on est vraiment le fabricant de revêtements de sol le plus engagé dans les performances environnementales, et cela depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. Donc, le leader mondial du revêtement de sol modulaire, et une entreprise toujours à la pointe en termes d'innovation. Ça veut dire quoi, un revêtement de sol modulaire ? Alors, faisons un peu de pédagogie. Effectivement, le modulaire. Alors, le modulaire, c'est ce qu'on va pouvoir bouger, remplacer, donc c'est des dalles. En fait, on est vraiment passé au départ du rouleau de moquette qui était collé à des dalles de moquette de 50 par 50 qui nous permettaient en fait d'avoir un accès au plancher technique et également de remplacer facilement les dalles. Et ensuite, en revêtement de sol modulaire au sens plus large, on a également une gamme de vinyle, donc du LVT. Et aussi des produits en caoutchouc de la marque Nora qui sont à la fois modulaires et du rouleau. Ouais. On va rentrer un peu dans le détail de tout ça. Entreprise créée il y a 50 ans, je l'ai dit, avec un fondateur, Ray Anderson, qui a transformé le business model, on peut dire ça ? Oui, alors complètement, c'est ça. Donc fondé dans le début des années 70, et on a toujours fabriqué de manière totalement linéaire pendant plus de 20 ans. Donc vraiment extraction des matières premières, transformation et fin de vie. Le modèle classique. Et donc d'un seul coup, il se dit, on va mettre de la circularité. Exactement, c'est en 94. Il y a eu ce qu'on appelle un peu la vision. C'est parti d'une question, la question d'un client qui nous a demandé. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Et la réponse à l'époque, c'était rien. On était sur une dalle textile, donc du pétrole, 100% pétrole, rien de pire. Et il a commencé à se renseigner, à lire notamment un livre de Paul Hawken, qui est The Ecology of Commerce, qui montre vraiment à quel point on peut être profitable, gagner de l'argent. On est une société cotée en bourse, tout en faisant les choses bien. Et il a vraiment posé la question de comment je peux faire en tant que numéro 1, quel est mon impact et qu'est-ce que je peux faire pour justement réduire cet impact et avoir un impact positif. Et alors, comment il est passé de ce modèle linéaire, ultra classique, à un modèle circulaire ? Alors, ça a été vraiment par étapes. On a eu 2 ans de mise en place entre 94 et 96 d'une feuille de route avec 7 axes principaux qui étaient le prémisse de l'économie circulaire, justement, comment trouver une nouvelle vie aux déchets, comment intégrer du recyclé. À l'époque, le recyclé, personne n'en parlait, voir s'il y avait une alternative. Il y a vraiment des points qui aujourd'hui, zéro émission nocive, vraiment des points aujourd'hui qui paraissent anodins. Et 2 points qui sont assez intéressants, je pense, aujourd'hui, c'est la sensibilisation des parties prenantes. Ça, c'était quelque chose qui, dans notre mission zéro, à l'époque, ça s'appelait mission zéro, qui consistait à ne plus avoir d'impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. C'était vraiment, on pourra rien faire si on est tout seul. Donc, on a besoin de nos fournisseurs, de nos clients, de nos employés. Nous-mêmes, on a été vraiment intégrés dans des groupes de travaux pour pouvoir vraiment réduire tout. Mais si on prend peut-être votre produit le plus vendu, c'est quoi ? C'est une dalle à l'époque, ça devait être la 580, qui est vraiment... alors la 580, je rentre dans du détail très technique, mais pourquoi 580 ? C'est une dalle de moquette, c'est ça ? C'est la dalle de moquette classique qui faisait 580 grammes. Donc à l'époque, 500... Voilà, donc fibre polyamide. D'accord. Vous avez plusieurs couches. Les 2 principales sont la sous-couche, qui permet justement de rester au sol, et les fibres. Les fibres du pétrole, du nylon, impossible à recycler. Comment on a fait ? On a eu au début plusieurs axes différents. Réduire, voir si on pouvait avoir moins de quantité de matière, ce qui aurait évidemment réduit la matière. Donc on a développé des nouveaux produits avec moins de grammage, tout en ayant les mêmes performances techniques, ce qui était le plus important. Vraiment d'un point de vue produit, ensuite, il y avait plus de recyclé. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle vie à notre produit, à notre matière première ? Et également, est-ce qu'on peut utiliser une autre matière première ? Ça a été le cas. On a développé en 2011 la première fibre 100% recyclée, issue de dalles de moquette récupérées, mais également de filets de pêche. Donc on était vraiment sur une source extérieure. On a eu un programme même de nettoyage des océans, où on a pu récupérer les filets de pêche abandonnés et refaire de la moquette avec ça. Et le dernier développement, c'était l'alternative. Est-ce qu'il y a une fibre biosourcée qui aurait été possible ? Et pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est possible. On a une fibre biosourcée à partir d'huile et de résine naturelle qui permettent de réduire l'impact. Ça veut dire qu'il a fallu presque créer des filières, ou en tout cas
trouver des partenaires d'accord pour en partir dans l'aventure, alors, si je comprends bien. Complètement. Il y a un des plus beaux exemples, c'est notre partenaire de fibre, justement. Donc, on est vraiment au niveau mondial. On a plusieurs on s'approvisionne chez plusieurs fournisseurs de fibres. Et on avait un tout petit à l'époque, c'est Aquafil, qui représentait vraiment un tout petit peu, même pas 2-3% du marché, et qui s'est vraiment investi avec nous. Et on a collaboré, on a co-travaillé pour justement développer cette fibre 100% recyclée. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça a ouvert des débouchés à la fois pour Aquafil et pour nous. Déjà, il n'y avait pas d'exclusivité. Donc, ça a pu aussi ouvrir un marché pour eux. Ce qui est super, c'est que notre fibre filet de pêche Econil, c'est également maintenant dans la mode. On a du textile. On a Prada qui a fait du vêtement avec les filets de pêche. Donc, c'est super, ça a fait des débouchés. Et aujourd'hui, Aquafil, c'est près de la moitié de notre approvisionnement en fibre. Donc ça, c'est super. Mais il n'y a pas que le produit. C'est ça qui était intéressant. Là, les exemples, c'était sur le produit, mais on a aussi transformé notre usine, nos usines. On a plusieurs usines. On est vraiment on essaie de travailler le plus local possible. Donc tout ce qui est vendu en Europe est fabriqué en Europe. D'accord. Pour l'Europe, c'est aux Pays-Bas. Et donc votre usine, prenons l'exemple de l'usine néerlandaise. Quelles caractéristiques, ou alors comment vous l'avez fait évoluer? Alors on a vraiment tout transformé. Déjà, on a travaillé pour ne plus avoir de déperdition d'énergie. Donc vraiment bien tout isolé pour que tout reste. Et ce qui nous a permis d'avoir une réduction de 50% de la consommation énergétique. Ce qui nous a aussi permis... Et de passer la crise énergétique un peu plus facilement que les autres, peut-être? Alors, vous en avez souffert quand même, mais bon. C'est possible parce que déjà moins d'énergie utilisée, plus intéressant. On avait quand même des intrants un peu plus chers parce que l'économie nous permettait d'investir dans des produits qui à l'époque étaient un peu plus chers. Quand on parle de biogaz en 2012, c'était beaucoup plus cher. Mais oui, en tout cas, sur ces points économiques de crise, c'était bien. Zéro consommation d'eau aussi, ça c'était un point extrêmement important. Dans cette usine, donc ça veut dire quoi? Une boucle fermée. Boucle fermée, donc on a un système de refroidissement et réchauffement qui permet juste... On est au départ une industrie très très consommatrice d'eau, et là en fait d'avoir... zéro consommation d'eau en plus, si ce n'est les toilettes de l'usine, quand même à calculer. Et ce qui nous a permis, en fait, tous ces points à l'usine, de l'énergie verte, nous a permis d'avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos usines de 97% par rapport à 1994. Donc ça a été énorme. Et en 2020, ça a été vraiment notre premier succès où justement... réduction totale de ce qui était possible de notre empreinte négative a été réalisée. Donc là, vous passez, je disais ça en titre, cette ambition d'afficher une empreinte carbone négative et régénérative rapidement, dès 2040. C'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans maintenant. Donc ça veut dire quoi, ça, une empreinte carbone régénérative? Alors concrètement, c'est de créer de la valeur environnementale. On va dire que dans tout ce qui va être RSE, souvent on parle de environnement économique et social. On essaye vraiment de travailler sur les 3 points, donc autant l'économique que le social, mais chez Interface, c'est vraiment le point environnement qui est le plus important. Et concrètement, c'est de développer des produits qui vont créer de la valeur. Donc, comment ça va passer chez nous en tant qu'industriel? C'est d'avoir des produits qui vont pouvoir séquestrer le carbone. Donc, ça arrive déjà. On a 2 points. Alors, à l'époque, je disais, attention, notre moquette, ça va pas être un aspirateur à CO2. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on a des produits biosourcés, des matières premières biosourcées qui ont elles-mêmes séquestré du carbone dans leur première vie. On les prend d'une certaine façon, on les encapsule dans notre produit. On les fabrique de manière neutre, en tout cas sans énergie supplémentaire, qui vont permettre de proposer à nos clients, dès aujourd'hui, un bilan carbone négatif à ces produits. On est... Pour juste donner un ordre de grandeur, en 94, une dalle de moquette, c'était 20 kg de CO2 par mètre carré. Ensuite, avec toute la réduction, on est arrivé aujourd'hui en moyenne à 3 kg de CO2 par mètre carré, ce qui était vraiment déjà énorme. Et là, on a des produits qui sont à moins 1 kg de CO2 par mètre carré. Et l'autre élément, on travaille aussi sur une matière première qui est fabriquée à partir des émissions de CO2 eux-mêmes d'usine. Donc ça, c'est vraiment une belle boucle. Alors, vous êtes en ce moment en train de participer à une émission dans laquelle vous parlez de vos solutions, mais est-ce que vous communiquez beaucoup sur ce que vous faites finalement? Alors, en plus, question marketing. On communique. Alors, on n'a jamais été
les meilleurs communicants, on n'en dit pas beaucoup. Déjà, il y a plusieurs raisons c'est des sujets assez complexes. Vous avez peur d'être accusé de greenwashing? On fait attention à ça. On a la chance d'avoir tellement de preuves, d'historique et d'expertise dans le domaine que du greenwashing chez Interface, c'est clairement pas possible. Mais il y a eu des éléments qui ont été assez, j'allais dire contraignants, pas contraignants, mais plutôt développants. Typiquement, la neutralité carbone. Moi, je suis sur plusieurs marchés, avec l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Quand on était en 2020, notre succès, on était neutre en carbone. Sauf que on peut pas communiquer. Et justement, quand l'ADEME avait communiqué sur attention, on peut pas être neutre en carbone, c'est pas possible. Ça se calcule à la dimension d'un pays, d'un écosystème, mais pas d'une entreprise ou d'un individu. Et puis il y a un point essentiel, c'est qu'à un moment il y a eu la course à la neutralité carbone où tout le monde était neutre en carbone et que c'était 90% de compensation. Nous, on n'avait pas de compensation. Enfin, on avait une grosse réduction et le reste était compensé. On s'est posé la question. Donc moi, je demandais à mes équipes de pas communiquer sur la neutralité carbone en France. On communiquait aux États-Unis, on communiquait dans le reste de l'Europe, mais justement une règle française a fait qu'on en a parlé chez nous et on s'est dit c'est vrai, si on doit finir avec les compensations, est-ce que ce serait pas intéressant de réinvestir ces compensations dans une réduction encore plus drastique pour avoir plus de produits à bilan carbone négatif? Et c'est ce qu'on a fait. Donc on n'est plus neutre en carbone, mais on travaille sur une économie régénérative pour 2040. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et je n'oublie pas que cette entreprise, c'est une entreprise américaine, fondée par un Américain, Ray Anderson, il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'utilisez plus sur le marché américain, puisque Donald Trump a fait la liste des mots interdits, dans lequel il y en a beaucoup qui concernent le climat et les efforts en matière environnementale? Alors là, c'est la force qu'on a dans cette entreprise. Elle a beau être américaine, on arrive à garder notre personnalité et s'il y a des choses qui, auprès de notre CEO, de notre gouvernance et de nos actionnaires, va à l'encontre de notre ADN qui est vraiment cette performance environnementale, on continuera. Mais parce que dans l'Amérique de Donald Trump, ce que vous faites, c'est faire de la politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Ray Anderson était un conseiller de Bill Clinton. Donc vraiment, c'était tellement fort d'avoir un industriel américain qui voulait tout transformer que moi, à mon niveau, parler politique, ça va être plus compliqué, mais en tout cas, je sais que les changements politiques n'ont pas influencé notre stratégie. Et c'est vraiment un point essentiel chez nous. Merci beaucoup, Mickaël Cornoud, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom. On va parler du métier de courtier d'assurance au cœur notamment de la loi Industrie verte.